Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral qui n'est rien, qui est de la passivité. Vous ne luttez pas contre le viol en ne violant pas, ça ne suffit pas, c'est juste un geste de cohérence. Bien sûr que c'est un criminel qu'il est dans la suite des criminels. C'est pas le plus important des criminels, mais c'en est un. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle interview avec Solveig Allouin. Bonjour Solveig. Est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter et présenter votre combat ? Je suis résistante féministe. C'est un combat de justice et de paix pour le renversement du patriarcat-capitalisme, de l'ère de l'husbandry, autrement appelé ici en France le mal nommé élevage, qui a des connotations bien trop positives dans son lexique, puisque l'élevage n'élève que la douleur, il n'y a pas d'élévation d'une quelque nature qu'elle soit. Je me bats pour l'abolition de génocides légalisés, comme l'husbandry, comme la pornoprostitution, voilà, donc les crimes civilisationnels où il y a le plus de victimes en nombre et où le degré de violence et de persécution est le plus ultime. Est-ce que pour vous, pour comprendre, c'est plus grave de tuer un être humain ou un animal ? Parce que si vous les mettez sur un même pied... Alors là, votre énoncé caduc n'a aucun sens et extrêmement inquiétant. Je vous rappelle que vous êtes un animal, mademoiselle. Vous avez spécisé les autres animaux en omettant que vous en étiez un et que l'espèce sapiens est un animal. C'est factuel, c'est scientifique. C'est vous qui êtes imbibé d'une idéologie fasciste qui est le suprématisme de l'humanisme, qui pose une espèce parmi d'autres comme étant supérieure selon des critères autodéfinis et qui s'autorise à persécuter des tas de peuples, les autres peuples, à un point ultime de déconsidération absolue et de négation de leur existence, de leur intégrité, au point de les faire naître par milliards dans une industrie méthodique, industrielle, financiarisée, organisée, légitimée, légalisée, financée, moralisée, tout ça dans un impensé de la violence que ça constitue. Donc, ce type de question qui se veut, qui n'a aucun sens, dénote déjà la gravité d'une mentalité inconsciente d'elle-même. Mais si on suit la logique de la science, il n'y a pas tout un concept de chaîne alimentaire ? Dans ce cas-là... Alors je vous rappelle déjà que la science est un point de vue. Bien sûr. La science n'a pas raison puisqu'elle est un point de vue, donc elle étudie ce qu'elle conscientise. Mais s'il y a des preuves scientifiques, donc pour vous, on n'est pas obligé de s'appuyer dessus, c'est pas forcément... Non, mais d'abord, le concept de chaîne alimentaire est faux du début jusqu'à la fin. Nous sommes... On se serait trompé depuis le départ ? Mais c'est pas depuis le départ, c'est un concept extrêmement récent. Enfin, de quoi vous parlez-vous ? À la préhistoire, les hommes se nourrissaient principalement même de viande, et de viande crue à l'époque. Vous délirez complètement, c'est complètement faux. L'essentiel, non, mais l'essentiel de l'alimentation, c'était la cueillette. Enfin, je veux dire, instruisez-vous avant de dire de telles inepties. Enfin, là, c'est du révisionnisme historique, en plus. Et ça, on l'a vu à travers, c'était quand on avait retrouvé des os de dents, qu'ils étaient tellement puissants, les dents, à l'époque des êtres humains, qu'on en a déduit, la science en a déduit. Je vous laisse avec vos références anthropologiques. Je vous conseille de lire Florence Burga qui a écrit L'humanité carnivore et qui démontre que tout ça est totalement faux. Vous voyez comment l'importance donnée à la zoophagie a été boursouflée par des hommes qui ont un intérêt à ce que ce soit maintenu comme un archaïsme qui vaudrait argument. Voilà, en plus, au niveau historique, voilà, c'est tout à fait revisitable. Et puis de toute façon, là, l'argument de la nécessité ne se pose pas. On vit actuellement, là, il y a des milliers de camps sur la planète Terre, sur toutes les nations, qui, à l'heure où je vous réponds, sont en train d'exercer des viols procréatifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le l'husbandry, c'est une industrie du viol où on insémine de façon forcée des individus en situation de séquestration, préalablement modifiés génétiquement, dont on a boosté la prolificité, la capacité à faire plus d'enfants que ce que la nature
attribués à leur espèce, et pour les réduire à des êtres de chair qui seront réifiés en matière alimentaire. On a affaire à un génocide industriel inutile qui, par ailleurs, si on se fout de l'éthique et du fait que les autres existent, assassine tout le monde. L'élevage affame le monde, affame également l'espèce sapiens, des millions d'individus qui meurent de faim parce que les terres sont accaparées pour la culture d'OGM qui vont engraisser des esclaves d'engraissement et qui vont affamer des individus de l'espèce sapiens. Et la zoophagie, par ailleurs, est un empoisonnement alimentaire dont on n'a nul besoin pour être en excellente santé. Et nous avons une morphologie de grands singes. Voilà, nous avons les dents planes. Voilà, l'alimentation végétale nous sied parfaitement. La preuve, tous ceux qui le sont en excellente santé. Et juste pour comprendre, parce que vous parlez de camp et de génocide, pour vous, parce que c'est quand même des termes qui sont très forts et qui ont été utilisés surtout pour l'acharnement contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous, pour comprendre, c'est juste vous le mettez sur un même pied d'égalité, les génocides des Juifs et aujourd'hui, l'élevage des animaux? Qu'est-ce qu'un camp? Il y a une définition, un camp. Une ferme est un camp. Oui. Bien. Même les husbands eux-mêmes parlent de camp d'exploitation. Donc voilà, il y a déjà au niveau du lexique camp, il n'y a pas d'usurpation. Voilà. Un blocos d'acier fermé, voilà, c'est un camp. Bon. Ensuite, camp de concentration. Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas des individus dans une situation de promiscuité effroyable, concentrés? Donc, une ferme est bien un camp de concentration, au niveau littéral. Oh, au niveau littéral, oui. Si, pour vous, c'est pas encore assez concentrationnaire pour qu'on n'appelle pas ça concentration, c'est vous qui avez un grave problème, et prenez leur place 5 minutes, vous hurlerez de souffrance. Donc, ensuite, quelle était la question? C'était, est-ce que vous mettez, du coup, sur le même pied d'égalité l'élevage des animaux et les génocides qu'ont vécu, par exemple, les Juifs ou les Tziganes ou beaucoup d'autres... Mais encore une fois, vous continuez... Non, mais vous continuez dans une conceptualisation effroyable. Nous sommes des animaux. Donc, du coup, quelle est cette scission de considération entre l'animal d'une espèce qui est le sapiens et les autres animaux? C'est-à-dire qu'en fait, l'animalisme, le spécisme, justement, revoit ça en disant, mais pour quelle raison attribuer une considération éthique supérieure à une espèce plutôt qu'à une autre? Ce que je veux dire, c'est que, en plus d'un point de vue historique, encore une fois, Himmler était éleveur, tous les camps, mais là c'est des faits historiques, il n'y a pas de raison de crier au scandale, que ce soit Treblinka, Dachau, Auschwitz, etc., l'architecture des camps d'extermination humains, fondés sur une idéologie effroyable qu'est le nazisme, sont la façon méthodique dont ils ont mis en place la mise à mort pour la rendre plus massive, a été calquée sur les abattoirs. Donc en fait, on se bat éternellement contre l'inversion dans l'indignation, et puis c'est pas du tout les cochons qu'on compare aux personnes juives, quand bien même moi j'ai aucun problème à être comparé à une truie ou une vache, il n'y a pas de péjoration puisque la vache existe, la truie existe. Je n'intériorise pas une péjoration faite par l'animalité, ça c'est l'oppresseur qui l'a fait. Mais la comparaison se fait sur un système oppressif au nom d'une idéologie qui se permet d'exercer un génocide industriel. Vous êtes d'accord que ce qui est souhaitable, c'est l'éthique et la justice? Bien sûr, l'éthique et la justice, tout à fait. Voilà, donc en fait, vous êtes imbibé d'une idéologie fallacieuse et vous la validez, vous l'auto-validez. Parce qu'on vit tous dans cette même idéologie depuis des années, depuis des centaines d'années. Ben oui, je vous rappelle qu'il y a des oppressions systémiques qui ont duré 4 siècles, dont maintenant il est facile de s'indigner a posteriori. Et il y avait des résistants qui disaient non, mais c'est pas parce qu'on a la peau sombre qu'on doit être esclavagisé, qu'on est inférieur. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Que les bébés ne souffraient pas, on en est au même stade.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une prise de conscience mondiale et ça ne s'arrêtera plus jamais. La lutte animaliste, c'est pas possible, en fait. C'est la conscientisation d'une oppression systémique effroyable et qui est déjà très, très, très avancée dans son niveau de violence. Mais malgré la répression, malgré le fait qu'on nous mette en prison, qu'on nous tue, qu'on nous silencie, qu'on nous censure, qu'on nous calomnie, qu'on nous discrédite, quand je dis nous, là, c'est la résistance, ça ne s'arrêtera pas. La question, qui nous tient à cœur, c'est qu'il faut l'abolir le plus vite possible. Parce qu'il y a un écocide, c'est-à-dire qu'en fait, le Holocauste mondial, qui assassine des milliards d'individus, par engraissement, qui crée des milliards de tonnes de merde, empoisonne les eaux, les terres, les airs. Si on ne réussit pas, vous allez en mourir. L'humanité est en train d'en mourir de l'écocide. En fait, c'est l'empoisonnement. Vous êtes au courant du concept d'écocide quand même. Oui. Voilà. Donc, c'est le premier responsable du réchauffement climatique, le Sbandry. Donc, toutes les Youth for Climate, etc. Si vous souhaitez qu'il y ait un avenir à l'espèce sapiens il faut absolument abolir le Sbandry extrêmement rapidement, parce que c'est une course contre la montre. Et encore une fois, là, quand je vous dis tout ça, j'ai honte, parce que je situe déjà l'urgence et la nécessité d'agir pour un tort qui nous serait fait à notre espèce, en minimisant le fait qu'à chaque seconde où je vous parle, il y a des individus qui sont dans des camps de torture, séquestrés, qu'on mutile, qu'on drogue, qu'on enferme, qui vivent enfermés, qu'on viole, qu'on désenfante, qu'on désalète, qu'on empoisonne, qu'on déporte, qu'on assassine, et qui existent tous. Je vous rappelle, et ça c'est scientifique, ça personne n'ose le nier à l'heure actuelle, ils ont un intérêt à vivre, ils ressentent absolument tout ce que vous et moi nous ressentons, et ils vivent la joie, la peur, on oublie qu'ils ont une individualité propre, c'est-à-dire qu'ils ont un tempérament unique, qu'ils existent. Voilà, un cochon qui est dans un camp de la mort à que d'un autre cochon, ces deux cochons-là, ces deux truies, n'ont pas le même tempérament, elles sont uniques. Nous leur faisons subir une persécution inique. Mais donc, juste, le meurtrier pour vous, c'est la personne qui se nourrit de cette espèce animale, ou c'est la personne qui l'élève pour après ensuite la tuer? Est-ce que pour vous, les deux, si on se nourrit de viande ou de poisson, est-ce qu'on est un meurtrier aujourd'hui pour vous? Mais un criminel, oui, les deux sont des criminels maintenant. D'accord, c'est pour comprendre. Mais criminel n'est pas l'équivalent de meurtrier. Manger les autres, c'est un crime, bien sûr. Après, celui qui... Les bouchers sont des meurtriers. C'est celui qui assassine. Ceux qui actuellement, dans l'industrie de l'osbandry, font le geste de la mise à mort, les éleveurs. Ce sont les capots des camps d'exécution, puisqu'en fait, c'est un système qui délègue le geste à une autre population. Voilà, il y a une segmentation du travail qui va avec. Encore une fois, au niveau historique, quand il y a eu des génocides, il y a toujours ça qui s'est mis en place pour que ce soit possible. Donc, évidemment que tout le système de l'osbandry est coupable, et il faut, dans la lutte, hiérarchiser les niveaux de culpabilité, voire cibler les principaux ennemis. Si la lutte animaliste consiste, si on était éthique et logique, à se battre pour le démantèlement des multinationales du Holocauste, à savoir Nestlé, Bigard, Lactalis, JBS, Cargill, Tyson, WH. Ce sont ces multinationales qui sont complètement inutiles à la survie du sapiens et qui orchestrent son empoisonnement collectif, et ce sont eux les grands criminels qui doivent être jugés. Voilà, il faut un tribunal de Nuremberg pour les PDG de ces entreprises génocidaires légalisées, qui sont, voilà, les gouvernements passent, mais les multinationales restent. Donc, la cible, enfin, les grands criminels, ce sont eux. Ensuite, dans toute cette chaîne de culpabilité, il y a d'autres rouages criminels, etc., qu'il faut combattre, dont les osbindes, ceux que vous autrement appelez éleveurs, ceux dont le geste, la routine, l'activité journalière, c'est la torture. Voilà. Et
également donc les bouchers, c'est-à-dire ceux qui commercialisent, qui découpent les corps d'individus en morceaux et qui s'enrichissent d'un charnier morcelé. Donc ce sont les proxénètes de la viande. Après, il y a des éleveurs qui disent également les zoophages, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, chaque personne qui mange autrui est coupable, mais le problème actuel, c'est qu'en fait, la responsabilité est mise sur le criminel le moins principal, c'est-à-dire le zoophage. C'est pour ça qu'actuellement, la lutte mondiale prend, hélas, moi je le regrette, le visage de la posture végane, comme on dit. Mais le véganisme surresponsabilise la valeur d'assassinat en omettant le fait qu'il y a une propagande qui forge l'acte zoophage. Sans cette propagande-là, il n'y a pas d'acte zoophage. 1846, premier abattoir de Chicago, c'est là qu'arrive de façon concomitante la publicité pour la viande. Elle n'existait pas avant, parce qu'il faut écouler les stocks des corps réifiés qui deviennent plus importants qu'avant cette phase d'industrialisation qui rend la chose encore plus massive. Et qu'est-ce que vous pensez de l'association L214 ? Parce qu'elle prône beaucoup d'idées communes avec vous, un peu le même combat. Vous êtes en accord avec toutes leurs idées ? Qu'est-ce que vous pensez de leur combat, de leur association de manière générale ? L214 a un pari que je ne partage pas, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des réformistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se battent en faisant confiance dans le système tel qu'il est pour qu'il se renouvelle. Or, quand on a un peu de conscience des luttes systémiques, on sait que c'est extrêmement critiquable comme pari, puisqu'en fait, comme diraient des féministes radicales comme Audre Lorde, on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. D'un point de vue féministe, on va se plaindre d'un viol à un violeur, ça n'a pas de sens, ou exiger que le violeur arrête de nous violer, ça n'a pas de sens. Et là, actuellement, c'est une violence, donc c'est pour ça que c'est un combat d'abolition, il s'agit de sortir de la légalité un crime, et l'histoire est faite que de ça, hein. Enfin, et les mêmes qui applaudissent des deux mains pour saluer la grandeur des résistants qui en sont morts, etc., sont ceux qui aujourd'hui sont, comme vous, à réitérer la norme barbare. Et donc du coup, pour reprendre sur L214, parce que j'ai pas fini, ce sont des réformistes, donc c'est extrêmement contestable, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils se trompent de pari, c'est des victimes qui trinquent, donc déjà, il se trouve qu'ils ont choisi comme nom éponyme L214, le nom d'une loi qui vient du code rural et dont ils font fierté. Donc je vais vous la lire. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc déjà, tout animal étant un être sensible, donc ils oublient qui est le locuteur là, qui parle. Le législateur oublie de se spéciser, puisque c'est un animal. Donc, bon, très bien. Donc, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire. Voilà. Et là, comme on est aveuglé par la première partie de la phrase, on est enfin heureux qu'on reconnaisse au minimum une sensibilité, ce qui va de soi. C'est parce qu'il y a peu de gens qui se qualifient comme des animaux aujourd'hui. Doit être, mais qui se qualifient ou pas, ils en sont. Enfin, factuellement. Et puis c'est que dans le dictionnaire, vous qui aimez les manifestes misogynes, c'est dans le dictionnaire et spécistes. Donc voilà, doit être placé par son propriétaire. Donc c'est un article de loi d'apologie de l'esclavagiste. Et si un végétalien, il y a beaucoup de végétaliens qui, eux, ça ne les dérange pas l'élevage. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là ? Mon combat n'est pas le combat n'est pas un combat pour un comportement individuel. Je n'en pense rien. Je condamne toute personne qui n'affronte pas l'injustice. Mais est-ce que pour vous, ils sont complices alors parce qu'ils ne font rien, mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral qui n'est rien, qui est de la passivité. Vous ne luttez pas contre le viol en ne violant pas, ça ne suffit pas, c'est juste un geste de cohérence. On ne lutte pas contre un génocide industriel qui tue des millions d'individus par jour. Aujourd'hui, plus de 3 millions rien qu'en France. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, c'était le cas hier et avant-hier, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne lutte pas contre une telle vortex de violence par l'inertie.
c'est bien par le geste actif. Donc je pense que toute personne qui ne fait rien, et le véganiste, le végan ne fait rien, puisqu'il s'abstient. Bien sûr que c'est un criminel qu'il est dans la suite des criminels. C'est pas le plus important des criminels, mais c'en est un. Et le problème, la racine du problème du zoocide mondial, du meurtre alimentaire, c'est le crime nataliste. C'est le fait de les faire naître. Il est là le combat. Donc, d'un point de vue pragmatique et matérialiste, parce que c'est ça, il n'y a pas de lutte matérialiste, c'est tout. C'est pour ça que c'est l'interdiction universelle du viol inséminateur. L'interdiction universelle de la zoophagie, parce que il faut interdire la zoocriminalité pour les mêmes raisons qu'on interdit le meurtre, la pédocriminalité, le viol, voilà, il faut l'interdire. Une société qui va bien, elle pose un interdit éthique, pour la même raison que l'anthropophagie est interdite, pour toutes ces raisons éthiques, et une fois que c'est fait, vous n'avez aucune déperdition d'existence. Vous n'allez pas... vous n'avez aucun... on ne vous retire rien si on fait ça. Si on arrête, je veux dire, si on arrête complètement de se nourrir d'eux, c'est ça que vous voulez dire? C'est qu'on ne perd rien en termes de... Si on arrête la zoophagie, oui. La gastronomie végétale est absolument succulente et infinie, dont on n'explore qu'une infime partie, tout va bien. Bah, le corps, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prendre des comprimés parce qu'il y a beaucoup d'éléments importants, que ce soit dans la viande, le poulet, le poisson. On peut même plus parler de complémentation dans le cadre du véganisme, parce que c'est carrément un remplacement, dans le sens la vitamine B12 n'existe pas dans le régime vegan. Et qui c'est qui consomme le plus de vitamine B12 dans le monde? Mais ça, c'est un argument qui est faux. Bon, attendez, excusez-moi, mais mademoiselle, la viande, le poulet, le poisson. Le poulet et le poisson, c'est la viande aussi, hein, donc je ne sais pas ce que vous énumérez. Voilà, donc les animaux dans les camps subissent des piqûres d'hormones, et quand vous les mangez, c'est ça que vous ingurgitez. Donc là, donc tout ce que... Il n'y a pas besoin de prendre aucune pilule de Big Pharma qui empoisonne les peuples pour être en excellente santé. Le végétalisme est absolument une alimentation idéale pour une bonne santé. À l'inverse, c'est la zoophagie qui crée des maladies. L'ingestion d'une chair en putréfaction n'a aucun bénéfice pour le corps. Les végétaux sont blindés de protéines. Par contre, dans la propagande qui accourt, il y a les lobbyistes de la viande comme Interbev, etc., ont des noms d'emprunt qui s'appellent protéines pour faire croire que certains nutriments ne sont que dans le corps des martyrs. Donc tout ça, il y a une propagande gigantesque et qui est, on ne n'est pas spéciste, on le devient, qui est dans les livres d'école. Hein. Donc voilà, il faut les lobbyistes du génocide sont dans les écoles et luttent contre, voilà, pour qu'il y ait pour que la contre-information qui dénonce leur propagande ne s'exerce pas. Donc, si vous voulez, c'est un système qui a son organisation propagandiste extrêmement puissante à tous les niveaux, que ce soit dans les mensonges scientifiques, que ce soit dans ce qu'on appelle la publicité et l'imagerie bucolique, où voilà, on voit l'image d'une vache dans un pré quand on achète un fromage alors qu'elle n'a jamais vu l'ombre d'un brin d'herbe, la vache, voilà, etc., etc. Donc en fait... Mais vous, depuis que vous êtes petite, vous êtes végétalienne? J'allais dire, hélas non, et bien sûr que non, car comme vous, je suis née dans un système fasciste, dans un régime totalitaire, dans la dictature spéciste, et qu'on m'a appris à les haïr, on m'a appris à les manger. C'est comment, c'est du jour au lendemain, vous avez voulu... comment aujourd'hui vous défendez autant ce combat-là? C'est pas du jour au lendemain. En ce qui me concerne, mais j'en ai honte et je suis pas fière du tout de ça. Moi, c'est par analogie que j'ai compris. J'étais survivante de torture, de viol, de désenfantement, et je suis très amoindrie, mon existence est amoindrie, je suis vulnérabilisée, j'étais plus puissante avant que de subir toutes ces violences-là, je suis ce qu'on appelle une survivante, comme beaucoup de femmes, et j'ai commencé à résister contre ça, contre les violences masculines, du coup j'ai écrit, etc., et voilà, c'est par hasard un jour tout ce que je disais, toutes mes considérations, d'autres le disaient au sujet des autres animaux,
Et j'avais pas conscientisé ça, et le ciel m'est tombé sur la tête, et donc j'ai été traversée par une bourrasque de honte, dont quand on comprend, on ne peut pas faire l'économie. C'est pour ça que ce n'est pas que de la rationalité. Quand on sort du déni, qu'on réalise ce qu'on leur fait. Je sais pas si vous avez des esclaves domestiques, généralement c'est ici, c'est les chats et les chiens, mais vous savez qu'ils existent, n'est-ce pas? Vous n'allez pas leur faire un câlin et le soir les manger en civet. Bah c'est ça, la zoophagie. Oui, après, on leur apporte aussi énormément de côté affectif, les chiens et les chats. Ah oui, vous croyez pas que c'est plutôt l'inverse? Si, mais aussi les deux. Parfois, il y a l'animal domestique, il vient nous-mêmes vers vous, il veut vous faire un câlin, il veut qu'on le caresse, il veut qu'on s'occupe de lui. Un esclave dans une semi-carcéralité, vous êtes sa seule attraction, vous voulez qu'il aille vers vous. Ce que je veux dire par là, c'est que par ailleurs, il y a d'autres combats. Mais il n'est pas toujours en cage ou en laisse, hein. Après, il pourrait s'échapper, parfois il le fait pas. Rien dans le monde n'est pensé pour eux. Ils sont dans une situation hostile, où qu'ils soient. Un chien... Vous voyez comment le regard banalise la laisse pour un chien. C'est sûr que... Alors on va dire, mais oui, mais s'il n'a pas la laisse, il se fait... Donc, rien n'est... Enfin, l'erreur est urbaine. Enfin, vous voyez, plus on s'éloigne... donc, la domestication en tant que telle est une immense violence. Pour aller vers la fin de cette interview, qui aimeriez-vous voir à votre place pour une interview Bah, écoutez, invitez les rares qui ont encore un sens éthique. Invitez Florence Burga, qui est Florence Burga, qui est qui a compris, voilà, qui est très intéressante, qui est une chercheuse, qui a tous les critères de respectabilité que vous aimez bien, contrairement aux activistes qui sentent pas bon, on a compris. Au niveau, hélas, français, il n'y a pas... La France est un minuscule pays dans le monde qui a une mentalité zoophage. La France est connue pour ça, hein. Et pour bouger la législation, puisqu'en fait, encore une fois, l'article 214 est une honte. L'énoncé est une honte esclavagiste. Et il y a d'autres hontes qui viennent du droit qui a énormément de retard, qui affirment que tout ce qui n'est pas humain est donc une chose, voilà, et qui place les autres individus comme n'ayant aucun droit autant qu'un meuble. Donc, et alors que on est bien d'accord, sauf à moins que vous soyez psychopathe et que donc vous soyez des dangers publics, vous êtes d'accord qu'un chien, un chat, un lapin, un truie, une vache, un canard ne sont pas des meubles. Ah, ce ne sont pas des meubles. Bien. Ça, c'est sûr. Bah, le droit dit l'inverse. Donc quand nous on dit qu'on les libère, il dit non, vous les volez. Mais on ne peut pas voler des individus en situation de séquestration. Et voilà. Ils ont une propriété sur eux, mais propriété, oui, animale, mais c'est vrai que le mot meuble est peut-être mal choisi dans la loi, ça c'est sûr. Vous m'accorderez que c'est pas peut-être. Est-ce que vous êtes un meuble, mademoiselle? Non. Bien. Plutôt que de modifier les lois, que de criminaliser l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation, c'est ça, hein, l'élevage, et de rentrer tous dans une société non violente, pacifique, pacifiée, et où on peut enfin bénéficier de cette immense richesse qu'est cette altérité magnifique que sont toutes les espèces peuplées par le cosmos, qui sont un émerveillement d'altérité, plutôt que de rentrer dans que de bénéficier de ce rapport au monde, de leurs intelligences, etc. On les torture et on va en mourir. Pour terminer cette interview, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan de notre média? Comment vous l'interprétez? Je réponds pas. Non. Pas d'intérêt. Bon bah merci beaucoup Solveig d'être venu et de nous avoir exposé votre combat. J'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être ça vous a fait réfléchir ou non. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas. Et à la semaine prochaine pour une autre interview. C'était Sixtine pour Le Crayon.